L'affaiblissement de l'économie française vient de loin. Il y a eu le choc pétrolier en 1973, celui de la rigueur 10 ans plus tard en 1983, suivi de la politique de désinflation compétitive. Nous avons dû affronter la flambée des taux d'intérêt, le choc de la globalisation, le choc de la monnaie unique, puis celui de l'euro fort. Enfin, depuis 2008, nous subissons l'onde de choc déclenchée par la crise financière. Une longue crise qui a servi de révélateur à toutes nos stratégies d'évitement pour affronter les problèmes structurels. À chaque étape, notre tissu d'entreprise s'est un peu plus affaibli. Secteur après secteur, notre appareil productif s'est fragilisé avec des marges qui se réduisent, un investissement insuffisant et au final, une perte de compétitivité pour l'économie française. Il n'y avait pourtant rien d'inexorable dans ces difficultés à affronter les turbulences et transformations de l'économie mondiale. Pour Patrick Artus, nous payons plutôt 40 années d'échecs de notre politique économique. Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Alors, Patrick Artus, votre dernier ouvrage s'appelle « Les apprentis sorciers ». Ce sont qui, concrètement, ces apprentis sorciers ? Ce sont vraiment les décideurs politiques au plus haut niveau. C'est-à-dire, dans notre esprit, ce sont les présidents, les premiers ministres, les ministres des Finances. Cela étant, bien soutenus par un assez grand consensus de l'opinion dans les hommes politiques qu'ils ont mis en place. Et d'ailleurs, dans certains cas, et on donne quelques citations dans le livre, poussés à mettre en place des politiques dont eux-mêmes pensent qu'elles ne sont pas forcément les meilleures, pour éviter de choquer l'opinion dans ce qu'elle attend d'eux. Parce que nous croyons fermement que tout ce que vous citiez vient quand même assez largement de la même erreur qui était faite de façon répétitive et dont il a fallu ensuite corriger les effets de façon répétitive, c'est l'utilisation à mauvais escient de politique de relance de la demande, qui a été la chose la plus chronique qu'a fait. Alors c'est, comme vous le dites dans le livre, tout commence en 1973, donc sous Georges Pompidou, premier choc pétrolier et premier réflexe, et là tout se met en place, politique de relance de la demande. Oui, alors il faut être aussi un peu d'indulgence quand on réfléchit avec 40 ans de retard sur les événements. Rappelez-vous que la théorisation de la politique de l'offre, c'est les années 80. Donc dans les années 70, on ne savait pas trop ce que c'était qu'un choc d'offre en réalité. Mais évidemment, on a le mauvais réflexe. On voit monter le chômage et donc le réflexe, c'est de faire de la relance par les déficits publics. Et puis plus tard, quand Mitterrand devient président, de la relance par les salaires, en se disant, voilà, il faut relancer la demande puisque l'activité recule et qu'il y a du chômage. Quand vous faites ça dans un choc d'offres, la seule chose que vous fabriquez, et c'est exactement ce qu'on a vu dans les deux cas, c'est du déficit extérieur et de l'inflation. Et ça a été particulièrement fort pendant la période 81-83. Oui. On a été pris complètement à contre-pied. On l'a fait, voilà. Mais à nouveau, on ne savait pas trop. Enfin, il y avait quand même aussi une part d'inexpérience, je dirais, de la part des économistes. Mais par la suite, gouvernement de droite comme gouvernement de gauche, toujours le même réflexe, on relance par la demande. Oui, et après, donc on relance par la demande, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que de plus en plus, l'offre est affaiblie et ne répond pas à cette stimulation de la demande. On en arrive aujourd'hui à des situations absolument extraordinaires, où si vous regardez ce qui s'est passé depuis la fin des années 90, plus que la totalité de la hausse de la demande intérieure en France pour les produits industriels a été satisfaite par la hausse des importations et pas par la hausse de la production domestique. Donc on a perdu toute capacité de réaction de l'offre. Mais ça s'est accumulé autour du temps. Et puis à un certain moment, on réalise que l'économie a de gros déséquilibres. Donc l'inflation au début des années 80, les déficits publics au début des années 80, les déficits publics à nouveau au début des années 90. Et pendant 5 ou 6 ans, on doit utiliser tous les instruments de politique économique pour faire disparaître les déséquilibres, donc désinflation par le blocage des salaires, etc., par les taux d'intérêt très élevés dans les années 80, à nouveau dans les années 90, politique budgétaire très restrictive, essentiellement par la hausse de la pression fiscale, et en particulier des charges sociales, et ces politiques macroéconomiques de correction affaiblissent encore plus l'économie. Taux d'intérêt réel élevé dans les années 80 qui empêchent les entreprises d'investir, politique budgétaire très restrictive à base de hausse des impôts dans les années 90, qui aussi empêchent les entreprises d'investir. Et on ne réfléchit pas à des politiques plus subtiles de correction. Alors, on va y venir à ces politiques plus subtiles, mais l'intérêt de votre livre, c'est montrer sur 40 ans la constance d'un certain nombre d'erreurs de politique économique. Alors bien, comme vous l'avez dit très justement, en 1973, on ne connaissait pas encore les politiques d'offres et c'était la première réaction à un choc externe. Mais après, on a eu une certaine constance. Alors la deuxième constance, ça a été
celle qui est arrivée avec la stratégie de la monnaie unique, les accords de Maastricht et la magie de ce chiffre de 3%, autour duquel va tourner une grande partie de la politique économique française. D'abord, le chiffre de 3% sort de nulle part. Hein, oui, alors l'anecdote est très intéressante, racontez-la. Oui, non, enfin juste, le chiffre, il est inventé comme ça, et simplement sur un coin de table, en quelque sorte. Parce que ça fait joli 3, et puis en plus, on était à 3, donc on se dit que... Donc il n'y a pas eu 10 minutes de réflexion sur le bon niveau du déficit, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que pour ramener le déficit public à 3%, au lieu de le faire comme l'ont fait les Suédois, les Canadiens, les Finlandais, et même les Italiens à cette époque, en se posant des questions sur l'organisation de l'État, donc en se disant est-ce qu'on ne peut pas dépenser moins en gardant les mêmes services publics, hein. Il ne s'agissait pas du tout, dans un pays comme la Suède, de réduire le champ de l'État. Il s'agissait de se demander si l'État ne pouvait pas fournir les mêmes services pour un coût moindre. On n'a pas fait ça du tout, on a utilisé la technique extrêmement brutale qui a consisté à augmenter la pression fiscale de façon continuelle. Donc on a raté... Vous montrez d'ailleurs dans le livre qu'au tournant des années 90, les pays du Nord, notamment, qui ont vécu une très grave crise, ont réformé très profondément leur structure. Alors ça se fait de façon très intelligente. À nouveau, Canada, c'est un peu plus hybride, parce que l'État s'est retiré d'un certain nombre d'activités. Mais Finlande, Suède, non. Enfin, regardez la situation de protection sociale ou la situation de système éducatif dans ces pays. Hein. Ce ne sont pas des pays où l'État s'est retiré ou s'est contracté. Simplement, ils se sont demandé comment organiser l'État. Et vous savez que la réponse est assez systématiquement une organisation avec des pôles que les Suédois ont appelés des agences, qui ne s'empiètent pas les uns les autres, qui ont une vision de moyen terme de ce qu'ils font, qui ont des... On a amélioré en quelque sorte la productivité. On a même introduit le concept de productivité dans l'État, ce qu'en France on serait bien gêné de faire aujourd'hui, puisqu'on n'est même pas capable de la mesurer, puisque le premier travail qu'ont fait tous ces pays, qui a duré d'ailleurs beaucoup de temps, ces réformes en Suède, etc., n'ont pas été mises en place en 15 jours. Il y a des années de préparation, et en particulier pour être capable de mesurer la productivité de l'État, c'est-à-dire d'avoir les indicateurs numériques qui permettent ensuite de réfléchir et de travailler, ce que nous n'avons à peine en France, ou de façon très très imparfaite. Et donc voilà, et nous on n'a pas fait ça. Donc avec la mise en place de ce chiffre magique de 3% qui va dominer toute la politique économique depuis 20 ans et qui la domine encore aujourd'hui, on tombe dans la préférence pour les tours de vis fiscaux. Oui. Plutôt que d'améliorer la productivité de l'État, on préfère augmenter les impôts, les charges sociales, etc. pour régler tous les problèmes. Oui, et on le voit encore aujourd'hui. Le problème aussi, c'est l'urgence. Si vous devez réduire votre déficit public dans l'urgence parce qu'il y a le critère de Maastricht à satisfaire avant la fin des années 90, parce qu'il y a les programmes de stabilité déposés à la Commission européenne aujourd'hui, c'est très difficile de le faire intelligemment en réduisant les dépenses. Parce que vous courez le risque de faire ce qu'ont fait d'ailleurs d'autres pays aussi, qui est de réduire les bonnes dépenses. Les bonnes dépenses sont les seules qu'on peut réduire rapidement, malheureusement. C'est assez facile de réduire les budgets des universités ou de la recherche. C'est pas très facile de réduire les dépenses de transfert. Ce qu'ont fait les autres, à nouveau, et je le redis, c'est un processus. Regardez ce qui était fait par Martin au Canada quand il était ministre des Finances. C'est un processus de concertation et de réflexion extrêmement long avec les syndicats, avec les partis politiques, avec l'opinion même, et pour essayer de trouver un consensus sur la façon de réorganiser l'État. Donc il faut avoir une stratégie. On ne peut pas faire ça au mois de juin pour le donner au Parlement au mois de septembre, quoi. Et donc on est toujours aussi pris par l'urgence, ce qui fait qu'on prend les mauvaises décisions, qui sont de couper dans les bonnes dépenses ou de monter les impôts parce qu'on n'a pas le temps de faire des choses intelligentes. Donc il y a une espèce de bascule ou d'alliance. On soutient la consommation. On répond aussi par une augmentation de la fiscalité et, in fine, ce sont les entreprises qui trinquent. On n'a jamais, alors ça touche d'ailleurs d'autres politiques, ça touche la politique de la concurrence, hein, ou les politiques de partage des revenus. On n'a jamais en France voulu admettre que les politiques étaient adaptées à un environnement à chaque instant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut faire des politiques de relance de la demande. Regardez ce qui se passe, même en Allemagne aujourd'hui, les salaires vont augmenter plus vite. Hein. Et il y a des moments où il faut faire des politiques de soutien des producteurs, ce qui est clairement le cas en France, ce qui était le cas en Allemagne il y a 10 ans. Comment expliquez-vous ce désintérêt constant de l'élite politique française, qu'elle soit de droite comme de gauche, pour le soutien aux entreprises ?
C'est bizarre, c'est difficile à expliquer parce qu'on a quand même fait des expériences de terrain. On a mis des bonus pour acheter des voitures et ça fait exploser les importations de voitures. On a donné de l'argent aux Français pour qu'ils achètent du photovoltaïque et ça a fait travailler avec les producteurs chinois. Enfin, à de nombreuses reprises, on a testé des politiques de la demande et à nouveau, le constat est chaque fois accablant. C'est-à-dire que la sensibilité de notre production domestique aux relances de la demande est devenue pratiquement nulle. Et donc on a des expériences concrètes qui ont été faites et qui montrent que... Alors ça vient d'être peut-être un tout petit peu compris, parce que si vous regardez le plan robotique qu'a proposé Arnaud Montebourg, dans les attendus du plan, il y a, et ça ne sert à rien d'aider les entreprises à acheter des robots s'il n'y a pas de producteurs de ces robots. Donc on commence peut-être à comprendre qu'il faut aussi avoir des producteurs. Mais la culture politique et la culture, je dirais, économique de l'opinion, c'est une culture complètement liée au soutien du consommateur. Et c'est la même chose, à nouveau, c'est la même chose sur les politiques de la concurrence. Personne ne se pose jamais la question. Une partie de l'aveuglement ne vient pas non plus de ce tissu de grands groupes, de grandes multinationales, qui est un peu issu de la politique de grandeur, dont on est très très fier, et qui finalement ont les moyens de se débrouiller toutes seules. Parce que finalement, les entreprises, ce sont les grands groupes dans l'opinion publique. Oui, et on oublie le tissu de PME. Oui, mais ça dépend. Enfin, les politiques ou l'opinion mettent les grands groupes, parlent des grands groupes quand ça les arrange et n'en parlent pas quand ça les arrange pas. Et donc les grands groupes vont plutôt bien, et donc on regarde les petites entreprises parce qu'elles vont mal, et les grands groupes gagnent beaucoup d'argent. Donc quand on veut dire que les entreprises gagnent trop d'argent, on regarde les grands groupes. Donc il faut faire attention. Je suis d'accord avec vous. Non, je pense aussi que il y a une mauvaise conception aussi de la demande des entreprises. La demande des entreprises, à part peut-être quelques exceptions, n'est pas une demande d'aide de l'État. Les entreprises ne demandent pas à l'État de venir les aider à produire, à investir. La demande des entreprises, c'est ce que les Allemands appellent l'économie sociale de marché. C'est-à-dire que l'État mette en place un environnement favorable. Et stable. Hein, et pas que l'État vienne décider qu'aujourd'hui c'est la semaine du robot et que la semaine prochaine c'est la semaine du jeune non qualifié. Favorable à l'activité et favorable aux marges des entreprises. Voilà, mais que ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'il faut que l'État réfléchisse aux règles du marché du travail, à la structure de la fiscalité, au droit du licenciement, à la transmission des entreprises, mettre en place des règles acceptables pour tous, et ensuite ne les touche plus, et c'est ça l'économie sociale de marché. Et ça n'empêche pas de faire de la redistribution par les impôts, ou d'avoir... Les Allemands ont un système sur le marché du travail qui est assez dur. Quand vous regardez après l'éducation, la santé, les retraites, le système allemand est aussi protecteur que le système français. Hein. Et donc je crois que les entreprises ne sont pas demandeuses d'une intervention de l'État dans leur choix. Alors que les États, depuis très longtemps, ont décidé qu'ils étaient plus clairvoyants que les entreprises et qu'ils devaient intervenir dans les choix d'entreprises. Donc on va choisir les secteurs stratégiques. On va, à l'intérieur de ces secteurs stratégiques, choisir les entreprises qu'on aide. Hein, et puis à nouveau, il y a la semaine du robot, la semaine du jeune, la semaine du senior. Enfin, et puis on change de gouvernement. Et puis on change d'idée. Alors que les Allemands, c'est cette idée que l'État est en charge de l'environnement, ne doit pas rentrer dans les choix d'entreprise. Jusqu'au tournant des années 2000, on n'a pas trop de problèmes de commerce extérieur. On est même légèrement excédentaire. Et à partir de 2003-2004, on plonge. Et là, depuis 3 ans, on est entre 60 et 70 milliards de déficit commercial par an. Donc là, c'est devenu structurel. Oui, et alors là, on comprend exactement ce qui se passe. Comment a-t-on pu plonger à ce point-là? La plongée, elle est brutale, mais elle résulte d'un long processus. Nous ne sommes pas montés en gamme. Quand on compare le niveau de gamme, alors on peut le faire de façon très très détaillée, à un niveau très très fin, mais enfin je résume. Quand on compare le niveau de gamme de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, par exemple, on trouve que la France a à peu près le niveau de gamme de production de l'Espagne. Et ça se mesure, en fait, économétriquement, en regardant quel est l'effet des prix sur les ventes. Un produit dont les ventes chutent beaucoup quand il devient plus cher est un produit qui est bas en gamme. Hein, c'est ça la définition. Et l'Allemagne est considérablement montée en gamme. On voit très bien que les produits allemands se vendent de plus en plus indépendamment de leur prix au cours du temps. Alors, Ils peuvent donc parfaitement soutenir un euro fort. Alors quand l'euro s'apprécie entre 2002 et 2008, la part de marché de l'Allemagne dans le commerce mondial continue à augmenter en volume, hein, ce qui est quand même impressionnant. Et alors que celle de la France s'effondre, quoi. Donc c'est très très clair que c'est ça qui se passe. C'est un long processus, hein. Il débute dans les années 80. Simplement, jusque dans les années 80, on a d'abord dévalué, jusqu'en 87, et puis ensuite les Allemands ont eu des problèmes, puis les pays émergents jusqu'en 98-2000 avaient des monnaies surévaluées,
Et puis, les Espagnols étaient très compétitifs, mais toute la production allait sur le marché intérieur. Tandis qu'aujourd'hui, les émergents n'ont plus des monnaies surévaluées. Les Allemands ont stabilisé leurs coûts de production. Les Espagnols sont très compétitifs et ont des capacités à exporter. Et donc, brutalement, à partir du début des années 2000, ce problème qui était caché de niveau de gamme apparaît au grand jour, mais il était déjà là. Simplement, il était caché par toutes ces évolutions. Et donc, les dévaluations des émergents, puis la réappréciation de l'euro à partir de 2001-2002 le font apparaître. Or, aujourd'hui, nous vendons des produits qui ont le niveau de gamme des produits espagnols, avec des coûts salariaux dans l'industrie à 36 euros, pendant qu'ils sont à 22 en Espagne. Cherchez l'erreur. Alors, tout le principe de votre livre, c'est donc de tirer les leçons de ces 40 ans d'erreurs de politique économique, de ces constances, de ces démons. Vous dites même il y a une malédiction française. Comment on sort de cette malédiction française? On est peut-être en train d'en sortir. Il faudrait planer un message d'espoir à un certain moment, parce qu'on est quand même... Alors bien sûr, c'est un peu homéopathique et du second degré. Le gouvernement présent est quand même le premier qui prend des mesures qui sont plutôt des mesures du côté de l'offre. Alors après, on peut discuter les détails, les contreparties, le calibrage. Bon, enfin, le crédit... du côté de l'offre, mais derrière l'offre, il y a les entreprises, et derrière les entreprises, il y a les entrepreneurs. On n'arrive peut-être pas à aller jusqu'au bout du raisonnement. Oui, mais enfin, le CICE, enfin, baisser les impôts des entreprises en fonction de leur masse salariale, enfin, je veux dire, c'était... On avait fait un sondage il y a 2 ans en demandant est-ce qu'un gouvernement présidé par François Hollande ferait ça. C'est pas sûr qu'on aurait cru qu'ils allaient le faire. Ce qui se fait sur le marché du travail... Vous avez le sentiment que les chefs d'entreprise comprennent bien, je parle au niveau des PME et des ETI, ce mécanisme de CICE? Ils ont une grande méfiance. Ils ont une grande méfiance. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'une grande méfiance... Je crois que la grande méfiance, elle est sur la complication bureaucratique, qui n'est pas très grande en réalité, mais ils ont peur que ce soit très compliqué. C'est une méfiance sur... Il y a un traumatisme crédit d'impôt recherche. C'est qu'aujourd'hui, on demande à beaucoup d'entreprises de rembourser les crédits d'impôt recherche en jugeant qu'ils avaient été soutenus sur des choses qui n'étaient pas vraiment de la recherche. Donc, est-ce que l'administration ne va pas venir me reprendre de l'argent plus tard? Et il y a une grande méfiance sur le risque de contrepartie inacceptable ou qui viendrait plus tard. Et tant qu'on a des débats au Parlement, comme ceux qu'on voit ces jours-ci, en disant les entreprises qui prennent le crédit d'impôt, il faut les forcer à augmenter les salaires, ça entretient la défiance. Mais quand même, fondamentalement, ça va dans le bon sens, ça rend des marges. Même si ça a été moins calé sur l'industrie que ce que voulait Louis Gallois, par exemple. Sur le marché du travail, on a un peu plus de flexibilité. Il ne faut pas nier qu'il y a, c'est un peu, mais il y a un petit peu plus de flexibilité. Donc on a quand même l'impression qu'il commence à avoir une perception un peu, alors pas globale, mais un peu plus consensuelle dans les politiques de ce qu'il faut peut-être arrêter de faire que des politiques du consommateur. Alors puisqu'on est dans la métaphore des apprentis sorciers, vous dites qu'il n'y a pas de potion, magique, macroéconomique pour sortir de la crise, ni monétaire, ni budgétaire. Il faut donc des réformes structurelles. Oui, lesquelles en priorité? Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Enfin, moi, je continue à penser qu'il faut financer autrement la protection sociale. Que le financement de la protection sociale presque entièrement sur une taxation du travail, c'est une mauvaise idée. Ce qui est assez curieusement, d'ailleurs, il y a un consensus d'économistes, de beaucoup d'économistes, tout le monde là-dedans, mais dans cette idée, que ce soit à droite ou à gauche, des économistes comme Thomas Piketty, par exemple, défendent aussi cette idée d'un financement différent de la protection sociale, qui soit moins fait par les charges sociales sur le travail. Et là, on a quand même une énorme marge. Si vous faites 4 points de TVA, par exemple, et que vous l'affectez à la baisse des charges d'entreprise, c'est 30 milliards d'euros, et c'est quand même gros, quoi. Donc, je crois aussi qu'il faut, mais c'est un travail qui est entrepris, nettoyer complètement ce qu'on disait avant, toutes les aides ciblées. Les aides ciblées ne fabriquent que des effets d'aubaine. Mettre fin aux effets d'aubaine. Voilà, c'est toutes ces aides qui coûtent des milliards et des dizaines de milliards d'euros. Donc il faut des mesures globales en faveur des entreprises et pas des aides. Économie sociale de marché, quoi. Donc on enlève les aides ciblées, on sait... Regardez le crédit d'impôt recherche, on ne va pas dire que c'est une mauvaise mesure. Ça coûte un peu plus de 5 milliards par an à l'État français. Depuis que le crédit d'impôt recherche est en place, la recherche-développement dans les entreprises a baissé. Alors bien sûr, on pouvait dire qu'elle aurait baissé encore plus s'il n'y avait pas eu le crédit d'impôt recherche. Mais quand même, on n'a pas l'impression que tout ça... Ces mesures ciblées, on est incapable de mesurer leur impact. Ni avant, ni après. Il faudrait. Alors, il commence à y avoir des universitaires, il y a un groupe à Sciences Po, par exemple, qui commence à faire la vraie évaluation des politiques publiques. Faudrait avancer vers le modèle américain où la preuve de la charge est à l'État. C'est-à-dire que la charge de la preuve, pardon. L'État doit prouver, après quelques années, qu'une politique publique a donné des effets, sinon elle est arrêtée.
Ce qui est quand même assez contraignant et très vertueux, je trouve. Donc il faudrait aller vers cette orientation-là. Et je crois qu'on va trouver regardez, dans la formation professionnelle, on va trouver des dizaines de milliards d'euros qui ne sont que des effets d'aubaine et qu'on pourrait réallouer à des aides complètement globales aux entreprises, non ciblées, et qui donc ne fabriquent pas d'effets d'aubaine. Patrick Artus, il me reste à espérer que votre prochain ouvrage ne s'intitulera pas « 41 ans d'échec de politique économique française ». Merci beaucoup. Il s'appellera Trop tard. Merci.